et à toutes. Merci d'être aujourd'hui présents avec nous. Alors, j'ai la chance d'accueillir à mes côtés Ennio Jolimond de Arender, à la tête de la maison Alki depuis 2020, même si vous êtes depuis beaucoup plus longtemps au sein de cette société. C'est une entreprise du patrimoine vivant et une coopérative de mobilier basque qui a été fondée en 81 par 5 copains, enfin 5 amis, oui, qui voulait dynamiser l'emploi dans la région et qui est devenue une vraie success story. À ses côtés, il y a Grégoire de Laforêt, qui est architecte d'intérieur et designer, et qui a créé avec Jérémy Duchaffaut, on va le voir, Jérémy a plusieurs casquettes, ici présent aussi, la maison d'édition Caire, qui veut dire le foyer, je crois, en breton, et que vous avez fondée en 2024. Et enfin, nous avons Jérémy Duchaffaut, qui est omniprésent, donc qui a participé à la fondation de Caire et qui a aussi surtout créé en 2019 les éditions du Midi, non, édition Midi, pas du Midi, pardon, qui est une maison d'édition autour de l'art de vivre et de l'artisanat provençal. Alors, si nous avons réuni ces trois dirigeants de société, c'est parce qu'ils sont tous les trois à la tête d'une entreprise artisanale, made in France, avec un ancrage local fort et qui revisite le patrimoine, mais avec modernité, sans nostalgie et loin d'être passéiste. Alors, Ennio, 37 ans, vous êtes natif du Pays Basque, vous êtes ingénieur de formation et vous avez travaillé, je crois, avant d'intégrer Alki, dans l'automobile. Alors, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez eu envie de diriger cette belle entreprise, qui, encore une fois, qui est entreprise du patrimoine vivant. Alors bonjour à toutes et à tous. Pourquoi j'ai eu envie de rejoindre Alki? Alors, de toute évidence, la recherche ou le besoin d'un sens plus profond du travail, de l'objet du travail, de la mission de la société. Et qui plus est, Alki étant une coopérative, comme vous l'avez dit, un engagement fort au sens du collectif aussi. Engagé pour son territoire, engagé pour un groupe. Et l'association ou l'attache vers le mobilier aussi, étant de famille d'ébénistes, j'avais cette attirance forte. Et évidemment, l'appel et l'envie de revenir vers le Pays Basque, de toute évidence aussi, sonnait un peu à la porte. Donc j'ai rejoint Alki en 2017 et pour en prendre la direction en 2020. Vous êtes natif du Pays Basque? Oui, je suis natif du Pays Basque. Et quand nous avons préparé cette conférence, vous m'avez dit aussi que c'était un beau challenge de piloter la transformation de cette entreprise et de pérenniser ses valeurs. Alors, c'est quoi les valeurs d'Alki? Alors, je vais commencer par ce challenge, effectivement. Alki était sur un virage, une transition avec un fort développement sur les dernières années. Et on ambitionnait de construire un nouvel atelier, une nouvelle usine. Et c'est sur ce créneau-là que j'ai intégré Alki aussi, en passant d'un atelier de 5 000 à 10 000 m² maintenant. Donc ça a été un projet sur plusieurs années et on l'a concrétisé puisqu'on fête le premier anniversaire de l'atelier cette année. En parallèle, les valeurs dont vous parlez, évidemment la première valeur cardinale était vraiment le militantisme. C'est ce qui a fondé Alki à l'origine. L'ambition étant de générer et de créer des emplois sur le Pays Basque, pour le dynamiser économiquement, dynamiser culturellement. Et ce militantisme, évidemment, il poursuit avec des engagements qui se déclinent avec l'actualité, mais qui est vraiment forte. Combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 47, tous associés coopérateurs, dont 30 à l'atelier et 17 sur tous les services périphériques. Alors, pardon, je vous ai interrompu. Donc, il y a un engagement territorial. Ça, c'est une des valeurs fortes. Alors, valeur, effectivement, le militantisme. La culture coopérative aussi est très forte, dans le sens évidemment intrinsèque, puisque nous sommes une coopérative, mais aussi aller tisser et chercher des partenariats forts et pérennes avec tout type de partenaires, que ce soit partenaire matériel pour de la fabrication, mais aussi culturel ou intellectuel pour de l'image, de la communication ou du design. On a évidemment en valeur forte le savoir-faire. Aujourd'hui, on s'appuie sur 40 ans d'expérience autour du travail du bois. On ne l'a pas encore précisé, mais on est spécialiste du travail du bois. Non, je vous en prie.
On a évidemment la création, puisque la création et le design ont été clés pour un virage qu'a pris la coopérative Alki dans les années 2000. On fabriquait à l'époque du traditionnel rustique, et ce marché s'effritant un petit peu, on a vraiment opéré un virage à 180 degrés en intégrant le design et la modernité, en se basant toujours sur des racines fortes de savoir-faire autour du bois. Et enfin, oui, et enfin, et pas le moindre, c'est vraiment la pérennité. Cette notion de pérennité dans l'objet, évidemment, pour qu'un objet dure, pour qu'il soit fait pour traverser les générations, et aussi la pérennité du projet, en s'élevant un petit peu, le projet coopératif, le projet collectif, vraiment pour continuer à dynamiser un territoire, encore une fois, tant culturellement qu'économiquement que matériellement. Et la pérennité aussi des relations humaines, vous m'avez dit. Effectivement, et là on a un grand écart avec la culture coopérative, où dans le lien à l'autre et dans le partage que crée une coopérative, la pérennité aussi est au centre du dispositif. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs, et lors de la préparation de cette conférence, c'est que vous m'avez dit sur les 47 salariés sont tous associés au capital et les bénéfices redistribués au prorata du temps de travail. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Alors c'est une clé ça, c'est depuis le début? C'est depuis le début. La clé de répartition est statutaire, c'est-à-dire que 45% du résultat net est réinvesti ou réintégré dans la coopérative pour de l'investissement ultérieur. 45% est partagé entre coopérateurs au prorata du temps de travail égalitaire. Donc tous les associés qui ont travaillé le même nombre d'heures touchent le même résultat. C'est assez extraordinaire. Et on voit ici qu'on peut porter des valeurs et en même temps être une entreprise qui réussit, puisque vous avez notamment la chaise Oria qui avait été dessinée par Patrick Jouin. C'est en quelle année? On a installé la BNF en 2022. Voilà. Et donc qui équipe la BNF à Paris. Et puis depuis cette année, vous avez aussi équipé avec la même chaise Oria la bibliothèque de l'Assemblée nationale, je crois. Vous avez aussi équipé de nombreux restaurants étoilés et je crois le restaurant Franck, la Fondation Louis Vuitton. Exactement. L'application de notre mobilier peut aller tant sur des environnements de bureaux, des espaces de travail, du poste du travail jusqu'aux espaces informels, évidemment, de tous les espaces de bureau. Et ensuite, comme vous l'avez dit, autour du CHR, donc café, hôtellerie, restauration, avec des tables étoilées et des tables beaucoup plus rurales aussi. Et c'est un enjeu aussi qu'on veut maintenir, c'est-à-dire de pouvoir s'adresser à tout type de clients en fonction de la personnalisation ou des choix que chacun pourra faire. Et alors, vous avez un bureau de création en interne ou que des collaborations extérieures? Alors, qui ne sont, vous allez nous en parler puisqu'on est ici pour parler d'ancrage local. Je crois que vous faites appel à beaucoup de designers basques, et notamment Louis Erazoki, qui est directeur artistique et designer, mais pas que. Il y a aussi, dans les designers basques, il y a Samuel Akoberi, qui est aussi très connu. Pour vous, c'est essentiel d'avoir des designers locaux? Alors, sur le plan du design, effectivement, on collabore avec des agences extérieures, toujours avec des agences extérieures, dans le but aussi de se challenger mutuellement, d'être en veille et en éveil sur tout ce qui se passe à côté aussi. Et l'enjeu d'avoir quelques designers basques, effectivement, il est territorial, puisque si des talents peuvent se rencontrer, c'est bon pour tout le monde, effectivement. Mais ça n'est surtout pas une porte fermée, puisque là aussi, ne pas se renfermer sur soi-même est capital. On est fabricant du Pays Basque, on génère 50 emplois dans le Pays Basque, mais le but est vraiment de s'ouvrir à l'extérieur, tant sur le national que sur l'international d'ailleurs. Des partenaires designers, nous en avons en France et à l'étranger aussi. Par exemple? Alors, pour les plus lointains, on va parler du studio Formers with Love, qui est un studio suédois, avec lequel on a produit la collection Attal. Récemment, on a collaboré avec Julie Richoz, qui est une jeune designeuse franco-suisse, avec Patrick Jouin, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Patrick Norguet également. Donc vraiment, c'est s'animer mutuellement pour trouver la meilleure réponse, le meilleur produit.
et toujours dynamiser un territoire en termes d'activité. Alors, comment ça se manifeste, votre ancrage local? Alors, comment il se manifeste? Déjà, comme je le disais, l'atelier est au Pays Basque. L'objectif est de produire au Pays Basque et dans nos ateliers, de générer des emplois. C'est un territoire, la plupart d'entre vous le connaissent peut-être, qui ne présente pas une multitude d'emplois dans la production, tourné vers le tourisme, tourné vers l'agriculture un petit peu. Donc l'enjeu est vraiment de créer des emplois pour ne pas faire fuir la population évidemment et pouvoir continuer à développer le territoire. Dans le design, l'inspiration peut se trouver sur tous les éléments ruraux, des techniques ancestrales, des méthodes, des fonctions, des designs, sur des meubles qui sont utilisés depuis la nuit des temps. Et c'est la réinterprétation parfois qui donne une association avec cet ancrage. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Par exemple, je ne sais pas, vous m'aviez parlé de la chaise Hiroki, dont le piétement qui rappelle celui du tabouret tripode qui sert à l'attrait des vaches. Chaise Hiroki, pardon. Hiroki, oui. Peut être la plus représentative. D'autres espaces plutôt agricoles ou fermiers le comprendront aussi. C'est un petit trépied, un tout petit trépied qui a été réinterprété évidemment, qui a été utilisé par les fermiers pour traire les vaches. Donc très léger, très facile à manier, souvent même attaché à la ceinture pour suivre le long des vaches. Et on en a refait une interprétation. On peut trouver des éléments très similaires en Allemagne et au Japon. Donc vraiment, cette inspiration rurale peut se trouver dans les quatre coins du monde. Il y a aussi la chaise Saski, je crois, qui est dotée, malheureusement on ne les a pas les grands, mais je vais faire appel à votre imagination. Donc cette chaise qui est dotée d'une assise et d'un dossier en chêne massif, inspiré par les paniers en châtaignier tressés qui servaient pendant les récoltes, c'est ça? Et là, on va rebondir sur le tabouret, parce que je crois que vous venez de le rééditer cette année. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, le tabouret qui était à l'écran juste avant est une réédition qu'on a lancée cette année, donc je suis vraiment ravi de vous en parler. C'est une réédition d'un design de M. Nestor Basterecea, qui était un designer basque qui faisait partie d'un groupement où le plus connu était Eduardo Chillida. Peut-être que le nom fait écho. Donc c'est un design de 1961, vraiment intemporel à nos yeux, du moins, puisqu'il s'inscrit aussi dans la pérennité qu'on veut promouvoir. Et là, on est sur des feuilles de bois, très simplement, je dirais, qui semblent très simplement moulées, avec des feuilles de chêne sur les faces extérieures. Et là, on est sur finalement un dessin des années 1961. À l'identique ? Quasi identique. On a revu un peu les proportions, principalement de hauteur, puisqu'il était fait un peu plus bas, pour les gens de la génération précédente sans doute. Et ici, donc, on est sur un tabouret qui s'appelle ouin, qui veut dire ondulation ou onde en basque. Et on a voulu le rééditer à l'occasion du centenaire de Nestor Basterecea, donc qui aurait fêté ses 100 ans l'année dernière. On l'a remis à l'honneur, et là aussi, c'est une passerelle tant culturelle que historique que patrimoniale, puisque ce designer a été aussi architecte, sculpteur, peintre, ébéniste, et il a été à l'origine du premier film réalisé en langue basque. C'est un témoignage fort pour nous de rééditer cette pièce qui est très forte en symbole. Donc ça n'est pas qu'un designer, c'est un artiste, en quelque sorte. C'est un artiste très large. D'accord. Et vous l'avez décliné aussi dans de nouveaux coloris, je crois. Exactement. On voit sur la photo, et on a développé le coloris bleu et orange pour justement la réédition de ce produit, l'original étant en orange. Alors, puisqu'on parle ancrage local, il y a aussi une dimension forte au sein d'Alki, parce que je crois que tous les noms sont en basque, tous les noms de vos chaises. Enfin, d'ailleurs, on parle d'assises là, mais il n'y a pas que des assises. Il n'y a pas que des assises, on fabrique tout type de mobilier qui ira autour de la table, tant sur un espace de bureau qu'en restauration ou dans des lieux publics d'ailleurs. Et en effet, toutes les collections portent des noms basques qui sont associés évidemment soit à ce que l'image inspire, soit l'inspiration qui a été à l'origine du produit. Et vous avez une démarche durable ? On s'ancre vraiment dans cette mouvance, je dirais.
On parle aujourd'hui beaucoup de RSE. RSE, on pouvait l'appeler peut-être le bon sens il y a quelques années, où vraiment cette logique de circularité, de faire appel aux partenaires les plus proches quand les savoir-faire ou les compétences sont là. Et évidemment, en termes de matériaux aussi, notre matériau de prédilection étant le bois, on utilise évidemment exclusivement des bois soit certifiés PEFC, soit FSC, en grosse majorité de forêts françaises. Je suis dans les Deux-Sèvres ou dans la Bourgogne. On a développé aussi la chaise qui était précédemment une combinaison avec une assise en PET, donc en plastique recyclé. C'est la première. Dans notre collection, c'est la première, effectivement. Cette chaise, pour rebondir avec votre question précédente, son nom, c'est Choumé. Donc Pardon ? Choumé. Choumé. Choumé qui veut dire humble et simple en basque. Et là, j'espère que vous l'aurez compris, on est sur une structure quasiment traditionnelle et une assise, elle, qui est entre l'innovation ou un peu de technologie moderne, mais sur quelque chose de simple, répondant à une chaise assez traditionnelle finalement. Donc, je vais passer la parole à Grégoire, mais avant de conclure, votre nouvel atelier aussi vous permet d'intensifier l'éco-responsabilité, parce qu'il ne s'agit pas chez vous, il n'y a pas de greenwashing, c'est vraiment sincère. J'ai pu visiter et l'éprouver. Alors effectivement, ce discours et cette attention depuis 40 ans est vraiment porté sur l'ensemble de notre démarche à travers les produits. Et sur ce projet de nouvel atelier, l'enjeu résidait vraiment dans le fait d'appliquer toutes nos volontés, toutes nos ambitions des produits vers l'édifice. Et cet édifice, pour donner quelques points, c'est un édifice à énergie zéro. Les ateliers que vous pouvez voir en photo ne sont ni chauffés ni refroidis par un système évidemment, une coque surisolée, mais aussi une récupération des calories qu'on extrait pour les réinjecter en période froide. Donc pas de dispositif de chauffage ou de refroidissement. Idem au niveau de la lumière, vous pouvez voir des grandes ouvertures verticales sur la première photo. Là aussi, on a défié les architectes de ne pas avoir de besoin de lumière artificielle lors de jours ensoleillés, sans rayonnement à l'intérieur, puisqu'il ne faut pas aveugler les compagnons, évidemment. Donc, différents petits points comme ceci qui permettent de vraiment ancrer cette posture autour de la RSE et autour de la maîtrise de notre impact. Alors, on va inviter les gens que ça intéresse à éventuellement venir le visiter, puisque maintenant il y a une boutique, il y a un showroom pour les professionnels, donc ceux que ça intéresse peuvent, quand ils sont de passage dans la région. Et après le Pays Basque, on va passer à la Bretagne avec Grégoire, qui a créé CARE, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire le foyer. Le foyer. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui définit le design breton ? Oh, difficile, non. Disons que le design breton, c'est un design assez austère. C'est pas vraiment une région de carrefour culturel. Vous voulez dire que c'est pas très ensoleillé ? Je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais c'est... Ouais. Ça m'est arrivé. Ouais. Donc, effectivement, le mobilier breton, il y a une forme d'austérité. C'est souvent une structure qui est assez austère. Mais épurée. Du bois foncé. C'est essentiellement concentré sur la fonction de l'objet. C'était une région très pauvre. En plus, avec la langue bretonne, ça a servi un peu ça a cloisonné avec le reste des régions de France. Donc, ça n'a pas été une région qui était très influencée par d'autres courants. Et donc, elle est restée très basique. Et du coup, nous, quand on a commencé à travailler avec Jérémy sur le projet, on a plutôt essayé de travailler sur plutôt les fonctions et les usages, plus que sur l'esthétique du mobilier breton. Même si l'esthétique chez CARE est très travaillée, je trouve. Oui, mais on a plutôt été le chercher du côté du maritime, de l'univers marin, plus que dans le mobilier rural, qui était plus massif, plus... Oui, nous on voulait quelque chose d'un peu plus aérien. On voulait quelque chose qui soit plus en accord avec
nos souhaits. Nous, on a comme on a été en Erasmus il y a une vingtaine d'années à Copenhague. La Scandinavie, c'est vraiment une région qui nous a beaucoup marqué. Et je pense qu'il y a un petit peu de ces pays-là aussi dans Caire. On a voulu quelque chose on a essayé de faire quelque chose d'intemporel avec des formes douces, mais qui raconte cette histoire un peu maritime. Oui. Voilà. Mais, sans trop de clichés, quoi. Sans trop de clichés, oui. Mais je rajouterais, c'est néanmoins très élégant, très contemporain, très épuré, malgré des formes simples. Alors, quels sont... Oui. Ouais, j'allais dire, un des déclics, ça a été la visite de la Corderie royale de Rochefort, qu'on a fait en 2021, où j'ai découvert tout le savoir-faire du matelotage. Donc, c'est tout ce qui est autour du nœud marin. Ouais. Et donc, il y avait un atelier là-bas de mateloteur. Et j'ai découvert ce savoir-faire. Et ça a été un peu le fil conducteur au début du projet. D'accord. On a voulu valoriser un savoir-faire et on s'est dit que c'était le savoir-faire idéal. Donc la corde. Voilà, la corde, qui vient de la dernière corderie de France. Qui est où ? Qui est à Brive-la-Gaillarde, qui s'appelle la corderie Palu. Mais c'est pas en... tout ne vient pas de Bretagne, non. Tout ne vient on n'est pas pas complètement dogmatique, voilà, on a été chercher là où on trouvait. Voilà. Il nous l'a avoué. Alors, non, tous nos artisans sont en Bretagne, mais effectivement, la matière première ne vient pas toujours de Bretagne. Les ardoises, on aurait aimé qu'elles viennent de... les matières premières, c'est quoi ? C'est le bois ? C'est évidemment le châtaignier. Pourquoi évidemment ? Parce que c'est le bois de la région ? Alors, c'est un bois de la région, effectivement. C'est un bois qui a des grandes qualités, notamment de résistance à l'humidité. Je ne vais pas vous cacher qu'en Bretagne, on en a besoin. Donc, oui, il a des très belles qualités, le châtaignier. C'est un peu le chêne du pauvre. En Bretagne, autrefois, quand il y avait des chênes, ils partaient plutôt pour la tonnellerie dans la région de Bordeaux. Et donc, ce qu'ils utilisaient en Bretagne, notamment les paysans pour les poteaux dans les champs et ce genre de choses, ils utilisaient le châtaignier, qui a des très belles qualités de résistance et notamment à l'humidité. Et étant donné qu'on voulait faire une collection de mobilier qui soit intérieur-extérieur, on a choisi de partir sur ce bois-là. Et nous, il vient plutôt de Normandie et Île-de-France. D'accord. Donc le châtaignier que vous mariez à de l'ardoise, de la corde et... Exactement. Non, c'est essentiellement les deux matériaux, c'est l'ardoise et la corde. D'accord. Voilà. L'ardoise, on voulait venir chercher ça en Bretagne, mais on n'en a pas trouvé. Il reste encore quelques ardoisières en Bretagne, mais elles sont essentiellement exploitées pour ce qu'on appelle du paillage, c'est-à-dire des poussières d'ardoise qui servent pour mettre dans les plates-bandes. Il n'y a plus d'investissement dans les ardoises en Bretagne depuis des décennies. Donc elle vient d'où aussi ? Et donc celle-là, elle vient de Corrèze, une des dernières ardoisières de France qui continue à faire des grands formats. Parce que nous, on est sur des plateaux qui font 90 par 60. Donc on a mis beaucoup de mois, voire d'années, avant de trouver le bon partenaire. Et donc on a été le trouver en Corrèze, pas loin d'ailleurs de la corderie Palu. D'accord. Voilà. Donc vous mariez ces trois matériaux ? Exactement. Souvent ? Pas systématiquement, mais souvent. Non, mais l'ardoise, c'est essentiellement pour les plateaux. Donc, c'est pour les tables d'appoint et les grandes tables. Et l'ardoise et la corde, on l'utilise essentiellement pour les dossiers d'assises. D'accord. Pour différentes typologies d'assises. Ouais. Vous pouvez nous expliquer, on a vu précédemment un tabouret avec un trou au milieu. Oui, alors ce trou, là aussi, c'est un peu la référence au mobilier rural, ces petits tabourets qu'on trouvait dans les fermes. Et le perçage au central, c'était l'idée d'avoir une évacuation pour l'eau de pluie. Parce que l'idée, c'est d'avoir un mobilier qui puisse résister à quelques grains ou à quelques draches en plein hiver ou même en été, ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, ça a servi un peu d'écriture, de signature au tabouret. D'accord. Voilà. Et vous pouvez un peu nous expliquer d'où viennent vos inspirations ? Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre visite à la Corderie royale, mais je crois qu'il y en a d'autres. Vous êtes natif de... Moi, je suis brestois. Je suis parti à Paris pour faire mes études. Ouais. Et donc, grâce à Caire, je suis revenu en Bretagne. Je fais quelques allers-retours, mais j'y vais pas mal, pour ma plus grande joie. Mais vous y retournez toutes les semaines, quasiment ? Non, pas toutes les semaines, mais j'y vais assez régulièrement parce qu'il faut aller voir les artisans. Bien sûr. Donc, on passe beaucoup de temps là-bas.
Oui, vous parliez des sources d'inspiration. Oui, ce sont des Bah là, meubles familiaux, ce sont... non, c'est là, la en l'occurrence, voile, c'est- typiquement pour tout ce qui est assise, tout ce qui est chaise, fauteuil et chaise avec accoudoir, on s'est beaucoup inspiré des gréements de bateaux. Oui. Sachant Donc l'univers de la voile. Voilà, l'univers de la voile. Et donc, j'ai beaucoup bouquiné sur voilà, tous les éléments d'accastillage et de gréement sur les bateaux anciens. Et ça a servi effectivement de source d'inspiration pour dessiner le mobilier. Parce que... Et il y a un mix aussi avec le mobilier de ferme, comme on disait tout à l'heure, le mobilier un peu rural. Typiquement, la table, c'est... la table avec le plateau en ardoise. Oui, en fait, en dessous, il y a 2 énormes tiroirs. Autrefois, dans les fermes, les tables servaient aussi un peu de frigo. On appelait ça le ventre de la maison. Et en fait, il y avait des grands tiroirs, c'était pour protéger les aliments des animaux qui pouvaient traîner dans la maison. Et donc, tout était stocké dans ces grands tiroirs. Et du coup, nous, on a voulu garder cette idée-là. Et donc, on a dessiné cette table avec de part et d'autre deux profonds tiroirs qui servent de rangement. Donc, on a fait des petits clins d'œil comme ça dans notre design à ce mobilier rural. D'accord. À l'histoire... Ouais. Donc, on est un peu, c'est toujours entre terre et mer. C'est ce qu'on dit un petit peu dans notre présentation de nos produits, de notre collection. C'est qu'on est toujours un peu à osciller entre l'armor et l'argoate, entre la terre et la mer. Et comment vous avez trouvé vos artisans ? Eh ben, on a fait ce qu'on disait avec Jérémy, on faisait notre care tour. Donc on a fait le tour de la Bretagne, on a arpenté avec notre voiture tous les recoins de la Bretagne pour trouver ces artisans. C'était assez déceptif, j'ai l'impression, quand même. Pourquoi ? Vous dites que vous n'avez pas trouvé... Ça a été compliqué de trouver des artisans. Il y a des régions de France dans lesquelles je pense qu'il y a plus d'artisanat lié au mobilier et à l'assise. Clairement, en Bretagne, on sent que c'est une région qui a très vite basculé dans l'ère de Ikea. Et du coup, les artisans locaux, ils font plutôt de l'agencement pour des maisons de vacances, ce genre de choses. Mais il n'y a pas vraiment d'artisanat sur l'assise. Donc, il a fallu qu'on décompose. Là où, de temps en temps, on trouve des artisans qui vont faire l'ensemble de la pièce, nous, il a fallu qu'on décompose et trouver un tourneur qu'on a trouvé à Redon, trouver un assembleur à côté de Combourg, qui est à côté de Saint-Malo. Et on travaille avec un ESAT, qui est à Quimper. Avec un ESAT, un atelier qui fait travailler des handicapés. Et donc, on les a formés pour tresser, faire ce tressage qu'on appelle cul de porc, qui est un tressage traditionnel du matelotage. Et donc, on a formé des handicapés à Quimper dans cette ESAT. Là, on voit exactement la photo là à droite. Et donc, on a passé un peu de temps dans leur atelier pour leur apprendre ce geste. Voilà. Alors, vous, comme Ennio, comme Jérémy, vous avez aussi une démarche durable. Tout à fait. Nous, notre idée, c'est de se dire, la chaise, si elle est cassée, on va la réparer. Donc, vous nous rappelez, on vient vous la récupérer, on vous la remplace ou on vous la répare. Donc, la notion de recyclage, c'est pas forcément une idée qu'on a envie de mettre en valeur, c'est plutôt la réparabilité. C'est vraiment ça notre credo. Donc, en fait, quand on achète du mobilier Care, il est presque garanti, quoi, en quelque sorte, puisque si on a un problème... L'idée de transmission, je pense qu'on en parlait tout à l'heure pour Alki, c'est vraiment un point important. Nous, on a vraiment envie de faire des pièces qui durent. Donc, c'est pour ça que l'esthétique est importante dans le sens où il ne faut pas qu'elle soit trop marquée de notre époque pour qu'elle puisse durer. Ouais, exactement. Pour être pérenne. Oui, voilà, c'est ça. Qu'elle ne soit pas démodée dans 5-10 ans. Voilà, donc il y a l'idée d'avoir de la durabilité. Alors Jérémy, on va retrouver beaucoup de valeurs communes, puisqu'il y a la durabilité, la pérennité. Vous avez fait je ne sais combien de Tours de France, puisque avant de vous associer avec Grégoire, je crois que vous êtes rencontrés à l'école Penningen, c'est ça ? J'aurais dû commencer par là. Vous aviez l'expérience d'édition Midi, que vous avez lancée en 2019. Et racontez-nous un peu comment est né, puisque vous avez été... Alors, moi, j'ai rencontré Grégoire il y a 20 ans à Penningen. On est tous les deux architectes d'intérieur. Et donc, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'univers du retail. Oui. Donc, j'ai travaillé pour des grandes maisons de luxe. Les plus grandes. J'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai appris beaucoup de choses, le souci du détail. Et après 20 ans, j'avais fait un peu le tour. Et j'avais dans l'idée de revenir un peu à mes premiers amours, qui est la Provence. Donc, je suis natif de Provence.
Mes parents étaient un peu antiquaires, donc j'ai toujours baigné dans un univers où on peut voir par exemple ici le rat d'acier qui est un peu un fauteuil iconique en Provence. Quel joli nom, rat d'acier. Qui veut dire se prélasser, effectivement aussi, comme un peu nos marques, et toutes mes pièces sont en provençal. Je ne sais pas si vous radassez pendant vos vacances, mais c'est une invitation. Exactement. Et j'ai fait on va dire le constat que la Provence était connue dans le monde entier, qu'au final, il n'y avait pas vraiment de marque qui vendait l'art de vivre provençal. Il y a pas mal de petites marques artisanales dans la poterie. Et au final, quand vous êtes en Provence et que vous voulez, on va dire, avoir du mobilier local, bah, vous n'avez pas. Donc c'est vrai que le constat est venu. On a donc récupéré avec ma femme une maison à la Sainte-Baume et on voulait commencer à se meubler. Et comme le disait Grégoire, bah, on avait passé notre Erasmus à Copenhague et je me suis dit c'est quand même trop dommage d'avoir des chaises de Carl Hansen, des chaises danoises en Provence. Et donc l'idée est partie de là, de dire bon bah on va essayer de retrouver des racines provençales, évidemment sous une vision contemporaine. Donc on va dire que le premier design a été le rat d'acier, de partir donc de cette banquette un peu iconique. On peut retrouver en plusieurs assises. Il y en avait, pardon, je vous ai coupé la parole. Il y en avait dans votre famille. Là, ouais, effectivement, là c'est chez mes parents qui ont une vieille maison 17e avec des tomates et des vieilles pierres bien abîmées qui sont parfaits pour faire des photos. Et donc c'est vrai que j'ai toujours baigné dans cet univers-là de vieilles poteries. Voilà. Et c'est vrai que au final, c'est toujours plus simple quand on a un œil extérieur de parler d'un sujet. Et c'est vrai que donc j'ai fait 6 mois de me balader tout en Provence pour essayer de trouver des artisans capables de m'accompagner pour voilà, différents objets. Et donc effectivement, moi j'ai commencé plutôt par la partie mobilier, d'avoir des chaises paillées, parce que la chaise paillée n'est pas tellement provençale, mais c'est assez iconique en Provence. Alors c'est vrai que peut-être par rapport aux autres régions, l'Italie n'était pas loin, la Renaissance, donc c'est vrai que la Provence a su être baignée de cette influence. Donc c'est vrai qu'il y a une richesse, un savoir-faire assez diverse en Provence. Alors j'ai envie, pardon, je vous interromps encore une nouvelle fois, mais c'est la Provence large, j'ai envie de dire. Ça va, c'est presque. Déjà, il faut situer la Provence pour beaucoup de gens. La Provence, ça part du Rhône, Camargue, et ça va jusqu'au fleuve normalement Var, qui est les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, c'est l'Italie. Voilà. Donc moi, mon terrain de jeu, c'est ça. Donc effectivement, la Camargue, la Côte d'Azur, une partie de la Côte d'Azur, les Alpes, le Luberon, la Haute-Provence et la Drôme provençale. Voilà. Oui, plutôt l'arrière-pays. Plutôt l'arrière-pays, voilà. Et donc, j'ai fait un tour de à peu près 6 mois pour essayer de trouver des artisans. Que vous avez trouvé ? Que ça a été complexe parce que pour beaucoup, eux, n'avaient pas de site internet. C'était des petites maisons familiales voilà, qui essayaient de faire du provençal, mais qui avaient du mal à le mettre en avant. Et voilà, donc ça a été une longue aventure passionnante avec des gens vraiment incroyables. J'avoue, avec qui je continue à collaborer. Voilà, c'est chez Montchésier, qui est une entreprise familiale. Ils sont depuis 1815 le long du Rhône, parce qu'effectivement, comme très souvent, les artisans étaient proches de leur matière première, et donc la paille poussait le long du Rhône. Donc ils sont effectivement, la plupart encore des derniers chaisiers sont autour d'Arles. Voilà. Vous avez fait un grand tour. J'ai fait, bon, après la Provence, c'est pas non plus très grand, mais c'est plutôt un grand tour, ouais, pour essayer de remettre en avant certains détails ou petites histoires à chaque pièce a une petite histoire autour du. Par exemple, il y a certaines pièces que vous avez pu voir en béton. La rocaille, alors la rocaille, c'est pas spécialement provençal parce que vous voyez ça à Paris, c'est plutôt Napoléon III au but de Chaumont ou à Montmartre. Souvent les garde-corps en ciment avec le fer à béton qui est pas traité, donc qui pète. Mais il y a tout un quartier à Marseille qui s'appelle le Roucasse-Blanc et vous avez plein d'espaces assez. Alors pour beaucoup, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça kitsch. Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. On avait une maison dans le sud où il y avait un chapeau et un parapluie sur un mur. Et je me suis toujours dit, mais qui peut faire ça aujourd'hui, de dédier autant de temps à faire ça? Et donc c'est vrai que voilà, là, on peut retrouver une table en rocaille. Donc je travaille avec un des derniers rocailleurs en Provence qui est basé à Marseille et qui me fait toutes mes pièces en rocaille. Et donc c'est aussi passionnant de remettre aussi en avant des choses un peu oubliées. Et alors quels sont les matériaux que vous utilisez? Donc la rocaille, c'est-à-dire c'est du. Alors c'est du béton. Là c'est du béton fibré parce qu'avant il y avait des structures métal, mais aujourd'hui le béton fibré permet d'éviter des problèmes de casse. Mais ça c'est pas typiquement provençal. Ah non, ça c'est pas typiquement provençal, mais alors plutôt les matières typiquement provençales. Donc effectivement en chaiserie on utilise nous du chêne
Malheureusement, le chêne, il n'y a pas de forêt certifiée avec de bois de qualité en Provence. Donc ça vient plutôt aussi du Jura, Vosges et Bourgogne. La paille le long du Rhône. Ouais. Après aussi, je fais des pièces de poterie avec une potière qui est à Aubagne. Là, vous pouvez voir différentes pièces qui sont sur les tables. Et donc toujours aussi de raconter des petites histoires. Voilà, le fauteuil qu'on peut voir qui est le fauteuil coin du feu, avec deux côtés qui permettaient donc de passer des longues heures d'hiver autour de la cheminée. Un peu inspiré par le confident, non? Exactement, qu'on peut également rapprocher et qui permet effectivement de pouvoir discuter tranquillement. Voilà. Donc il y a toute une gamme autour paille chêne et d'avoir un jeu entremêlé, comme si la paille avait joué avec le chêne. Donc ce qu'on évoquait, c'est plutôt des pièces intemporelles, clairement, pour éviter un peu le côté jetable. Mais vous ne cantonnez pas au mobilier, puisque vous avez aussi décidé de réinterpréter des pots. Par exemple, ici, là, je travaille aussi à Salerne avec des personnes qui font donc des carreaux émaillés. Ça aussi, j'ai repris les idées des carreaux de cuve. Les carreaux de cuve, c'est ce qu'on retrouvait dans les cuves à raisin. Voilà. Et avec plein de motifs de couleurs. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir un patchwork assez intéressant. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir mettre en avant les matières naturelles. Voilà, vous pouvez voir donc les pièces de poterie. Avec, je vous disais, toujours une petite histoire autour de la Provence. La gargoulette qui est à droite, qui est la cruche avec deux entrées, un pour remplir, l'autre pour se servir. La conscience, qui est la cruche du milieu, qui est plutôt une grande cruche un peu ventrue, qui était utilisée par les dominicains pour amener l'eau et l'huile aux mendiants. Donc on se disait, ils se donnaient bonne conscience, d'où son nom. Voilà. Et de la bugadière, qui était une espèce de grand tian, qui était une espèce de grand bac, qui était utilisé dans les piles provençales pour le quotidien, parce que comme les piles provençales n'étaient pas très épaisses pour économiser l'eau, on a utilisé ces grands bacs. Voilà. Donc le but, comme vous voyez, c'est de les revisiter. Copier ce que faisaient nos anciens aurait été maladroit et sûrement pas réussi. Donc voilà. Et ça invite les gens un peu à... Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire grâce à ça, j'ai pu retrouver des anciennes pièces que j'avais chez ma grand-mère, type rat d'acier ou voilà. Donc, et comme Grégoire et comme Ennio, vous avez aussi une démarche durable. Oui, alors le durable. Et vous réparez. Oui, alors le durable veut tout dire et rien dire. C'est vrai que voilà, ça arrive. Si c'est des matériaux naturels, c'est des matériaux locaux, le plus. Donc on répare, ça c'est sûr. Voilà. Le basique c'est réparer, c'est pas de jeter. Donc voilà. Donc s'il y a le moins de problèmes, je dis pas que nos pièces sont garanties à vie, mais s'il y a le moins de soucis, effectivement on les répare, ça arrive. Un barreau cassé, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandent si la paille ça tient. Vous avez quand même beaucoup de chaises d'église qui sont là depuis un siècle, qui sont toujours là. Je vous propose de voir si les chaises que vous achetez aujourd'hui dans le commerce seront là encore dans un an. Voilà. Donc, quand vous les réparez les uns ou les autres, c'est gratuitement ou c'est moi, j'essaye de voir si c'est... Oui, j'essaie d'au mieux. Parce que c'est vrai que moi, mon gros marché, c'est en grande partie la Provence, mais pas particulièrement. Mais quand c'est en Provence, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir les récupérer à moindre frais et de pouvoir les réparer, oui. Le fait que je sois une petite marque, je suis assez flexible et petit, donc ça permet de satisfaire au mieux nos clients. D'être souple. Souple, exactement. Et vous avez équipé aussi de nombreux hôtels, je crois. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, alors c'est vrai que l'avantage d'être architecte intérieur, ça me permet de parler à peu près et de pouvoir proposer souvent des solutions un peu sur mesure. Et donc c'est vrai que je collabore souvent avec des architectes d'intérieur, en grande partie. Par exemple, l'une des premières partenariats, c'était avec le groupe Baumier. Et les architectes jaunes qui sont basés à Marseille, et donc le Moulin de Lourmarin, Cap-Longue, oui. Les Roches Rouges, et c'est vrai que... Des jolis hôtels. Plutôt des jolis hôtels confortables, oui. J'avoue. Et vous m'avez aussi révélé que vous aviez des projets d'extension pour la saison prochaine, enfin pour l'année prochaine. Je crois que vous voulez développer des têtes de lit. Oui, effectivement, tête de lit. Alors c'est vrai que j'aurais aussi développé tête de lit en paille. J'aurais développé aussi l'immobilier extérieur. Là, je suis en train de travailler à avoir peut-être en fonte d'aluminium, parce que c'est vrai que j'avais développé des chaises en bois et en chanvre, mais c'est effectivement en termes d'entretien, c'est pas simple. Donc c'est vrai mais ça prend du temps. C'est sûr que le mobilier extérieur c'est pas évident de trouver, même personnellement, des chaises. Qu'on trouve correctes et sorties un peu des 4-5 marques connues. Et ça, par exemple? Donc ça, par exemple, ça c'est des transats. Je travaille avec pour la toile, je travaille avec une maître voilière qui est à Marseille, parce que c'est des toiles plutôt épaisses et techniques.
avec gainé de cuir, parce que ça permet d'avoir des jolis assemblages qui tient dehors. Là, c'est du chêne, parce que le chêne, c'est un bois classe 3, traité et bien huilé, ça tient dehors. Après, évidemment, du bois à l'extérieur, ça s'entretient, il n'y a pas de secret. Mais de loin, on dirait presque du châtaignier. Parce qu'il a été foncé. Mais effectivement, le chêne, c'est un bois clair. Ouais. D'accord. Et donc, voilà, le but, c'est de pouvoir agrémenter la gamme de midi encore avec 1 à 2 pièces par an, pas plus. Le but, c'est pas non plus d'avoir une petite sélection et effectivement, pourquoi pas travailler sur d'autres matières naturelles à voir. Oui, vous ne courez pas après la nouveauté. Il y a une logique dans tout ça. Non. Je n'ai pas de bureau marketing derrière moi, donc ça va. Je fais ce que j'ai envie de faire. Eh bien, merci. On va s'arrêter là.